Il est presque 14h30 sur BFM TV. Bonjour, soyez les bienvenus. À la une cet après-midi, la Bretagne est en alerte. Le département du Morbihan en vigilance orange crue. De nouveaux débordements sont redoutés, menaçant les quais, les commerces et les habitations. Nos équipes sont à Malétroit, aux côtés des habitants inquiets. Le pic est attendu en fin d'après-midi. 5 interpellations après le rapt d'une magistrate grenobloise et de sa mère. Les deux femmes avaient été séquestrées pendant une trentaine d'heures pour une demande de rançon en crypto-monnaie. 2 jours plus tard, du nouveau sur l'enquête. La guerre éclatera-t-elle entre les États-Unis et l'Iran? Ce matin, Téhéran réaffirme ses lignes rouges. Hors de question de renoncer à l'enrichissement d'uranium, même si ça doit entraîner une attaque américaine. Soyez les bienvenus sur BFM TV. Et il n'en finit plus de pleuvoir sur la Bretagne. Le département du Morbihan est toujours en vigilance orange ce dimanche avec l'arrivée de nouvelles pluies. C'est là que l'on vous retrouve. Et Élise Phillips, bonjour. Vous êtes à Malétroit où les habitants sont inquiets. Ils scrutent le niveau de la rivière de l'Oust. C'est le cas de Denise. Avec qui vous vous trouvez, Élise ? Exactement, l'eau joue avec nos nerfs, c'est ce que nous a dit tout à l'heure une habitante rencontrée, parce qu'effectivement la commune de Malétroit connaît encore aujourd'hui des crues. Avec Mathieu Le Peignet, on a les pieds dans l'Oust, c'est le cours d'eau qui traverse la ville et qui est en vigilance orange crue depuis ce matin. Le niveau continue de monter et ce n'est pas encore fini et ça dure même depuis plusieurs semaines. Les premiers habitants touchés sont ceux qui habitent au pied de l'Oust, de cette rivière, et c'est le cas effectivement de Denise. Denise, racontez-nous, là c'est votre jardin, c'est ça qui est complètement inondé? Oui, complètement inondé depuis 2 jours. Et ça montait très vite cette fois-ci, je trouve. Mais si ça ne va pas plus loin, c'est bien. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que ça vous a surpris la rapidité avec laquelle l'eau est montée? Oui, ça m'a surpris parce que ça a été plus rapidement que l'autre fois. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a dû pleuvoir davantage. Je ne sais pas. Est-ce que certaines parties de votre maison ont été inondées? Vous me parliez de votre cave notamment tout à l'heure. La cave, oui, la cave, mais l'autre fois, c'était venu dans le garage et dans l'abri-bois. Pas cette fois-ci. Enfin, pas encore. Toujours, moi, j'espère. Est-ce que l'eau continue de monter là depuis tout à l'heure? Oui, elle monte encore un tout petit peu. Depuis 1 heure, ça a monté. Oui. Là, ça fait plusieurs semaines maintenant que la Bretagne est touchée par des crues. Comment est-ce que vous le vivez, vous? Moi, pas trop mal parce que ça n'a pas mouillé à la maison, c'est pas rentré dans la maison, mais c'est quand même ennuyeux. J'ai hâte que tout se termine, revoir le soleil et le jardin. Et oui, on rencontrait certains habitants tout à l'heure qui nous disaient qu'ils étaient un petit peu là quand même de cette situation qui s'éternise. C'est vrai, c'est un petit peu long cette fois-ci, mais il y a plus malheureux, donc je fais avec. Merci beaucoup, Denise. Voilà, Denise qui essaie de garder le sourire, effectivement, parce que c'est pas facile pour tous les habitants. Et en ce moment même, le maire de la commune est en train de présider une réunion de crise. Tout à l'heure, il ira faire un tour aussi dans les quartiers qui sont concernés pour voir s'il n'y a pas des habitants qui ont besoin d'aide, parce qu'encore une fois, le pic de la crue n'est pas encore atteint. Ce sera ce soir, donc dans quelques heures, aux alentours de 20h, 21h. Merci beaucoup, Élise Phillips, avec Mathieu Le Peignet. On souhaite bon courage à Denise. On continue d'en parler avec vous, Éléonore Bocara. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Ces crues n'en finissent plus. Après la Laïta et le Blavet, c'est la rivière de l'Oust qui pourrait bien déborder. Oui, c'est vrai qu'on est repassé en jaune pour la Laïta et le Blavet. Le Blavet qui avait fortement réagi, mais donc une décrue bien entamée. Pour la Laïta, on fait attention parce qu'on a quand même un phénomène qui est à la fois fluvial et en même temps maritime. Donc c'est un petit peu temporaire, mais c'est vrai que ça va mieux de ce côté-là. En revanche, oui, on a le Morbihan en vigilance à cause de l'Oust, qui a donc fortement réagi aux précipitations de ces derniers jours. Là, aujourd'hui, les précipitations qu'on voit, c'est uniquement quelques millimètres. Donc ça se calme un petit peu, mais au niveau des courbes de crue, effectivement, cela ressent fortement. Du côté de Josselin, vous voyez, on a atteint le pic, on a la décrue qui arrive. La situation reste toutefois compliquée, même si on peut être optimiste. Décrue peut-être temporaire, on aura l'occasion d'en parler, mais en tout cas, du côté de Malétroit, en effet, on voit bien avec cette courbe et la partie que vous voyez à la fin de la courbe qui révèle les prévisions attendues que ça devrait être atteint vers 20h, 21h probablement ce soir. Alors, on entendait les habitants sur place qui sont inquiets. À quoi doit-on s'attendre ces prochaines heures ? J'aimerais vous annoncer de bonnes nouvelles quand on entend des témoignages aussi touchants que celui de cette dame à l'instant. Néanmoins, on attend encore un temps très perturbé. Pour l'instant, on n'en voit vraiment pas la fin. On attend de nouvelles pluies demain,
peut-être 20 à 30 mm sur la Bretagne encore demain. On attend aussi de nouvelles pluies pour mardi, avec une nouvelle perturbation qui arrive à nouveau par l'ouest. Et encore mercredi, une autre perturbation qui arrive et qui pourra apporter de bons cumuls sur le sud de la Bretagne. Donc il faut être patient. Merci beaucoup Éléonore. Et la situation est bien plus inquiétante en Espagne et au Portugal. Les deux pays affrontent en ce moment même une tempête, la deuxième en 4 jours. Regardez ces images qui nous viennent d'Espagne. Après la tempête Leonardo qui a tué 3 personnes en milieu de semaine, c'est Marta qui frappe. Un pompier volontaire a été emporté par une rivière en crue. Plus de 11 000 personnes ont dû être évacuées en Andalousie. Des inondations, mais aussi des avalanches. 2 skieurs sont décédés hier après-midi à Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes. L'avalanche s'est déclenchée vers 15 h, emportant avec elle 2 hommes âgés d'une trentaine d'années. Ils faisaient partie d'un groupe de 4 randonneurs qui skiaient en hors-piste sans encadrement. Depuis le début de l'année, plus d'une vingtaine de skieurs ont déjà péri dans des avalanches survenues dans différents massifs des Alpes. On en vient à cette information. 5 interpellations après le rapt d'une magistrate grenobloise et de sa mère. Vendredi, les 2 femmes avaient été retrouvées blessées dans un garage dans le sud-est de la France. Elles ont été séquestrées pendant une trentaine d'heures pour une demande de rançon en crypto-monnaie. L'enquête avance. Les 5 personnes, dont une femme, ont été placées en garde à vue. C'est ce qu'indique le parquet de Lyon. Bruno Pomar, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le président du think tank Initiative Sécurité Intérieure et ancien instructeur du RAID. C'est vrai que lorsque l'enquête a démarré, on craignait une opération de criminels qui visait la magistrate en raison de sa profession. Et finalement, très vite, la police judiciaire a découvert que le compagnon de la magistrate était dans le secteur des crypto-monnaies depuis plus de 15 ans. Oui, on sait que c'est un secteur évidemment qui est bien ciblé par le grand banditisme, on l'a vu, hein, il y a plusieurs affaires qui sont apparues depuis quelques mois déjà, 6, qui sont très très dures d'ailleurs, on en a connu ici sur la région parisienne, mais là on a vu effectivement quelque chose de très grave. Alors on a pensé effectivement, comme vous le disiez, que cette magistrate était visée pour autre chose, mais visiblement ce n'est pas le cas. Mais alors que cherchait-il précisément ? Mais que recherche-t-il? C'est surtout ces gens-là du gain rapide. Et vous savez que la crypto-monnaie quand même brasse beaucoup de moyens financiers. Alors certains pensent que on peut capter ces crypto-monnaies, mais il faut savoir en même temps que on peut les suivre, on peut détecter effectivement les mouvements de fonds. Mais ce qu'on voit là, encore une fois, c'est que le grand banditisme tel qu'on le voit dans cette région a encore une fois perdu pied, puisque effectivement, il y a eu un moment de chance, je dirais, puisque 30 heures, ces femmes ont réussi à s'évader. Mais oui, je pense que derrière la DNPJ, la Direction nationale de la police judiciaire, qui s'est mobilisée avec la DIPN, la Direction interdépartementale de la police nationale, et la BRI nationale, qui a été mobilisée en nombre pour mettre des enquêteurs en nombre sur cette affaire-là, bien, on a vu que ça n'a pas traîné, effectivement. La libération par ces dames, évidemment, est une chose, mais c'est surtout le fait que la DNPJ a réussi à très vite localiser ces individus. Oui. Et ça, c'est un travail qui est très très fort de la part des services de police. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces vols de crypto-monnaies et d'enlèvements qui sont en hausse ? Oui, totalement. Mais rappelez-vous que le ministère de l'Intérieur, du temps de Bruno Retailleau, a mis en place un plan d'action pour sensibiliser ces gens qui sont dans la crypto-monnaie, parce qu'on sait encore une fois que ces gens-là brassent beaucoup de moyens. Et il y a des normes qui ont été mises en place pour que ces personnalités fassent attention à travers tout un tas de consignes qui ont été données par le ministère de l'Intérieur, des briefs d'ailleurs qui ont été donnés par le RAID, le GIGN et la BRI pour effectivement être plus discret, être moins sur les réseaux sociaux. Bref, tout un tas de consignes qui permettent d'être beaucoup moins exposés pour éviter le pire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Bruno Pomar. Jacques Lang a finalement jeté l'éponge. L'ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du monde arabe était sous pression depuis plusieurs jours. Il est au cœur, on le rappelle, d'une polémique liée à ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. On retrouve Antoine Forestier devant l'Institut du monde arabe à Paris. Bonjour Antoine. Le président Jacques Lang a finalement dû se résoudre à démissionner et ça fait réagir autour de vous. Oui, c'est une décision qui a surpris puisqu'à longueur d'interview cette semaine, Jack Lang avait répété qu'il ne démissionnerait pas. Il a donc changé d'avis hier et du côté du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, eh bien on ne compte pas perdre de temps. Un conseil d'administration extraordinaire va être organisé d'ici 7 jours pour trouver un remplaçant à Jack Lang avec un nouveau président ou une nouvelle présidente. À 86 ans, l'officialisation de la démission de Jack Lang aura lieu lors de ce conseil extraordinaire. Et pour les personnes que nous avons interrogé ici, il était temps que l'ancien ministre de la Culture tourne la page. Je vous propose de les écouter au micro de Maxime Barillet.
Sa démission, pour moi, c'est un artefact finalement. Parce que l'Institut du monde arabe, il continuera à tourner sans lui. Je crois que Jack Lang, c'est la pointe émergée de l'iceberg et que l'iceberg, il est grave, profond. Et moi, je suis un peu terrifiée par ce qu'on peut pressentir d'un monde parallèle, d'un monde qui est gouverné par l'argent et du sentiment de puissance qu'il peut donner à l'être humain. C'est sage à partir du moment où il est suspecté, parce que, attention, ce n'est qu'une suspicion. C'était normal et puis bon, il faut prendre sa retraite. Pour rappel, Jack Lang, le nom de Jack Lang est apparu à plus de 600 reprises dans les documents mis en ligne par la justice américaine il y a maintenant 10 jours. Jack Lang qui assume ses liens passés avec le millionnaire américain, mais qui indique qu'il n'avait pas connaissance de ses crimes. Une autre enquête est ouverte par le parquet national financier, cette fois-ci sur les liens financiers entre Jack Lang, sa fille Caroline et le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Une enquête qui a été ouverte pour soupçon de fraude fiscale aggravée. Antoine Forestier et Maxime Barrier devant l'Institut du monde arabe. Merci à tous les deux. Pour continuer d'en parler, nous sommes avec Maître Carbon 16, avocat pénaliste, responsable de la commission droits de l'homme du barreau de Paris. Bonjour Maître. Jack Lang était attendu au quai d'Orsay cet après-midi, mais il a choisi de prendre les devants et d'annoncer lui-même sa démission. Son avocat, lui, parle d'une décision raisonnable. Qu'en pensez-vous ? Bon, je pense qu'il n'avait guère le choix. Si vous voulez, l'Institut du monde arabe est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Dès lors que le scandale qui touche Jack Lang atteignait l'institution elle-même, il était plus digne pour lui de faire semblant de prendre l'initiative plutôt que de se la voir imposer par son ministre de tutelle. Donc c'est prudent de sa part d'anticiper, mais en réalité, on peut s'interroger sur le fait de savoir si ça correspond réellement à un choix. Il n'en avait pas d'autre. Oui, on voyait bien qu'il était sous pression depuis plusieurs jours. On le rappelle, nous sommes aux prémices de cette enquête. Quel va être le travail des enquêteurs ces prochains jours et même ces prochaines semaines ? Alors, vous avez raison pour la pression, et elle est d'autant plus forte que c'est lié à la deuxième partie de votre question, que le parquet national financier, qui est composé de magistrats très pointus, s'intéresse fortement à lui et à Caroline Lang, sa fille, les soupçonnant de blanchiment de fraude fiscale. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que le parquet national financier, c'est un parquet qui a été constitué contre la grande délinquance financière. Donc le soupçon est lourd et le travail va être accompli de recherche pendant l'enquête préliminaire, par exemple par l'intermédiaire de perquisitions, de savoir dans quelles conditions ils ont l'un et l'autre prêté ou non leur concours. Il faut rappeler que les deux bénéficient encore de la présomption d'innocence. Mais c'est aussi démissionner, se donner du temps libre pour organiser sa défense. Donc ce n'est pas un aveu de culpabilité, c'est un moyen aussi pour lui, avec son conseil, de s'organiser pour présenter les arguments nécessaires aux magistrats et aux policiers qui les interrogeront. Oui, merci beaucoup Maître Carbon 16 d'avoir accepté notre invitation sur BFM TV. La guerre éclatera-t-elle entre les États-Unis et l'Iran ? Ce matin, Téhéran réaffirme ses lignes rouges. Hors de question de renoncer à l'enrichissement d'uranium, même si ça doit entraîner une attaque américaine. C'est le ministre iranien des Affaires étrangères qui le dit. Le déploiement militaire des États-Unis dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple de diplomatie, mais nous sommes aussi un peuple de guerre. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous sommes prêts à combattre si nous sommes provoqués. Nous sommes diplomates car nous avons la logique de notre côté, car nous choisissons nos mots. Nous sommes logiques. Siavash Ghazi, bonjour, vous êtes le correspondant de France 24 et RFI à Téhéran. Ce matin encore, on l'a entendu, l'Iran reste inflexible et dit ne pas craindre la guerre. Alors oui, il y a deux messages qui ont été envoyés à la fois par le ministre iranien des Affaires étrangères, mais aussi le chef d'état-major des forces armées. D'une part, sur la guerre, ils ont tous les deux dit que l'Iran ne craignait pas une guerre et que l'Iran était préparé à une confrontation si jamais les États-Unis décident donc d'entrer en guerre contre l'Iran.
mais que l'Iran ne cherchait pas la guerre et ne serait pas le premier à lancer donc des attaques contre les États-Unis. Ça, c'est le premier message. Donc, pas de crainte. Visiblement, selon certains experts qui se sont affirmés, les dirigeants iraniens croient de moins en moins à une possibilité d'action américaine contre l'Iran, ce qui explique ces nouvelles déclarations. Sur le volet discussion, Abbas al-Archi a redit qu'il n'était pas question de discuter du programme balistique de Téhéran, des missiles iraniens, ni des questions régionales. Les discussions et les négociations porteront seulement sur le dossier nucléaire. Et là, l'Iran est prêt à certaines concessions, par exemple limiter, réduire son niveau d'enrichissement d'uranium, ou encore pour ce qui est des stocks d'uranium enrichis, l'Iran est prêt, par exemple, à réduire, à diluer les 400 kg d'uranium enrichi à 60% pour faire baisser le niveau d'enrichissement, par exemple à moins de 20% ou moins de 4% pour donner des assurances et des garanties à la partie américaine. Merci beaucoup Siavosh Ghazi depuis Téhéran en Iran et les équipes de BFM TV sont déployées partout dans la région. On retrouve Nicolas Poincaré avec Jérémy Muller à Erbil en Irak. Bonjour à tous les deux, vous étiez hier à la frontière iranienne dans un lieu tenu secret évidemment pour des questions de sécurité. Vous êtes allé à la rencontre de combattants iraniens qui s'entraînent et qui se tiennent prêts à aller soutenir la population en cas de soulèvement, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, ce sont des peshmergas, c'est-à-dire des Kurdes iraniens qui ont fui très récemment l'Iran pour venir ici au Kurdistan irakien, s'enrôler dans les forces du PDK, une organisation militaire et politique qui fait de l'extérieur donc de la résistance au régime de Téhéran. Alors, ce qu'il y a d'intéressant en rencontrant ces jeunes gens, ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui viennent de s'enrôler, eh bien, c'est de leur parler de leur attente, de ce qu'ils attendent des États-Unis et d'une éventuelle campagne de bombardement. Alors évidemment, ils l'espèrent beaucoup. C'est pour eux le seul moyen de faire tomber ce régime des mollahs. Ils l'espèrent sans trop y croire. Ce qui est impressionnant, c'est de voir ces jeunes Iraniens qui ont très peu confiance en Donald Trump, disant qu'il change d'avis à peu près tous les jours, qu'il ne parle plus des manifestants qui il avait pourtant promis de l'aide. Et curieusement, eh bien, c'est presque plutôt vers Israël qu'ils tournent leurs espoirs. C'est une intervention militaire israélienne qui, disent-ils, pourrait changer le cours. Merci beaucoup Nicolas Poincaré avec Jérémy Muller depuis Erbil en Irak. Pour continuer de décrypter la situation au Moyen-Orient, on est rejoint par le général Pellistrandi. Bonjour général. Bonjour. Si on résume les lignes rouges de l'Iran, on ne renonce ni à l'enrichissement de l'uranium, ni aux missiles balistiques. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de concession ? Très difficile effectivement de trouver un terrain d'entente avec les Américains. Alors, sachant que Donald Trump parle davantage du nucléaire, donc peut-être que sur le nucléaire, il y a une petite marge de manœuvre, mais cette discussion sur le nucléaire, si elle oublie le balistique, ça pose un problème, et notamment à Israël. Donc en fait, très compliqué de voir où est-ce que l'on va, et on sent beaucoup de confusion de part et d'autre, et une attitude de l'Iran qui se sent très sûre d'elle-même dans ces discussions. Oui, évidemment, on continuera à suivre cette situation de très près. Merci général. C'est l'heure de l'infotrafic. Et le point sur l'infotrafic du jour, deuxième jour de vacances d'hiver, on le rappelle pour la zone A, c'est vert partout dans le sens des départs et des retours. Et on revient dans un instant sur BFM TV avec cette toute dernière information. 5 interpellations après le rapt d'une magistrate grenobloise et de sa mère. Souvenez-vous, les deux femmes avaient été séquestrées pendant une trentaine d'heures. A tout de suite. Il est 15h sur BFM TV, bonjour. Dans un instant, notre document Ligne rouge, Kim Jong-un, le dirigeant le plus secret au monde. Mais avant, c'est l'essentiel de l'actualité. 5 interpellations après le rapt d'une magistrate grenobloise et de sa mère. On le rappelle, vendredi, les deux femmes avaient été retrouvées blessées dans un garage dans le sud-est de la France. Elles ont été séquestrées pendant une trentaine d'heures pour une demande de rançon en crypto-monnaie. L'enquête avance, les 5 personnes, dont une femme, ont été placées en garde à vue. C'est ce qu'indique le parquet de Lyon. Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID, était notre invité. D'après lui, il faut s'inquiéter de cette montée de la délinquance.
Mais que reste-t-il? C'est surtout ces gens-là du gain rapide. Et vous savez que la crypto-monnaie quand même brasse beaucoup de moyens financiers. Mais ce qu'on voit là, encore une fois, c'est que le grand banditisme tel qu'on le voit dans cette région a encore une fois perdu pied. La libération par ces dames, évidemment, est une chose, mais c'est surtout le fait que la DNPJ a réussi à très vite localiser ces individus. Oui. Et ça, c'est un travail qui est très fort de la part des services de police. Et dans le reste de l'actualité, Jack Lang a finalement jeté l'éponge. Le président de l'Institut du monde arabe est au cœur d'une polémique liée à ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Pour l'ancien ministre de la Culture, la situation n'était en réalité plus tenable. Les explications de Carla Plon avec Mathis Menu. C'est finalement par un courrier adressé au Quai d'Orsay que Jack Lang a choisi de démissionner. Je propose de remettre ma démission lors d'un prochain conseil d'administration extraordinaire. Devant l'Institut du monde arabe, les réactions sont globalement unanimes. C'est sage, à partir du moment où il est suspecté, parce que, attention, ce n'est qu'une suspicion, c'était normal. Et puis bon, il faut prendre sa retraite. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. C'est plutôt... En fait, oui, il fallait. Sa démission, pour moi, c'est un artefact, finalement. Parce que l'Institut du monde arabe, il continuera à tourner sans lui. À l'Élysée comme au ministère des Affaires étrangères, pas de surprise, tous deux prennent acte de cette démission et se projettent déjà sur la suite. Je lance la procédure pour désigner son ou sa successeur à la tête de l'Institut du monde arabe et je convoque un conseil d'administration sous 7 jours qui désignera un ou une présidente par intérim. L'ancien ministre était convoqué aujourd'hui par le Quai d'Orsay pour s'expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Rendez-vous finalement annulé, car Jack Lang a préféré prendre les devants. Décision prise alors que ses appuis se font de plus en plus rares. Oui, en fait, il n'avait plus aucun soutien, Jack Lang. Pas de soutien politique, visiblement. Sans doute pas de soutien non plus des pays qui financent également l'Institut du monde arabe. Donc il a fait le constat que seul il n'y arriverait pas, que la pression politique et populaire et médiatique était trop forte et qu'il devait peut-être désormais consacrer du temps à sa défense. Âgé de 86 ans, Jack Lang aura passé 13 ans à la tête de l'Institut du monde arabe. Et un mot de météo. Il n'en finit plus de pleuvoir sur la Bretagne. Le département du Morbihan est toujours en vigilance orange ce dimanche avant l'arrivée de nouvelles pluies. Sur ces images, nous sommes à Quimperlé, dans le Finistère. De nouvelles crues sont redoutées, menaçant les quais, les commerces et les habitations. Restez bien sur BFM TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec notre document Ligne Rouge. Kim Jong-un, le dirigeant le plus secret au monde, c'est à découvrir dans un instant.